Rebonsoir, Monsieur Araou. Donc, Younes Larichi, professeur de finance à l'ICE et responsable pédagogique du certificat Transformation digitale et leadership financier. Je tenais tout d'abord à vous remercier de votre présentation, très intéressante. On a compris en effet que la transformation digitale n'est plus un luxe, c'est désormais effectivement quelque chose qui est vraiment un facteur de compétitivité, voire même de survie pour les entreprises. On a compris aussi que la formation est un enjeu vraiment incontournable, donc c'est vraiment une chose qui doit être effectivement assurée. Alors j'avais deux questions. La première concerne les MPME, M pour micro, petite et moyenne entreprise. Alors au Maroc, notre tissu économique est composé à hauteur de 93% voire plus de MPME. Et je sais que vous avez écrit un ouvrage qui traite effectivement de ce type d'entreprise. Ma question est très simple. Comment est-ce que les spécificités, voire même les contraintes de ce type d'entreprise peuvent impacter la stratégie et le projet de transformation digitale? Deuxième question, et au-delà des aspects RSE et je veux dire, voilà, l'éthique dans les projets de transformation digitale. Merci beaucoup. Alors, premier sujet sur les MPME, donc micro et petites et moyennes entreprises. Bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette obligation de transformation digitale s'impose à tous, y compris celle-là. Et donc, moi, ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir des outils de prise de mesure, d'avoir des outils de gestion, d'avoir un système d'information qui permette de mesurer, quelle que soit la taille. Une micro-entreprise aussi. Et là, je vais m'adresser indirectement à mon camarade président de la Fédération des auto-entrepreneurs pour lui dire, à mon avis, il ne faut pas suivre à la lettre le cadre légal de ce micro-entrepreneur, parce qu'en tout cas en France, le message qui a été véhiculé, c'est vous n'avez aucune obligation, vous n'avez aucune contrainte, vous déclarez votre chiffre d'affaires et vous payez vos taxes sur votre chiffre d'affaires, c'est tout. Et moi je leur dis oui, ok, mais on n'a jamais vu une entreprise se développer si elle n'est pas gérée. Et comment vous allez gérer votre entreprise si vous n'avez pas un système de gestion? Donc, pourquoi pas ce régime fiscal qui est une avancée que je peux comprendre, en tout cas pour lutter contre l'économie informelle, mais ça n'empêche pas, et sans en avoir l'obligation, à titre volontaire, d'avoir sa propre gestion et de gérer l'entreprise. Vous savez, une entreprise, c'est ce que je dis souvent quand je vois les porteurs de projets arriver, entre une idée et un projet, il y a un fossé. Une idée, c'est « j'ai pensé à ça, ça n'existe pas, personne ne le fait, c'est génial, ça va bien marcher, je vais... » Bon, ok. Mais une entreprise, c'est pas qu'une idée. Bien sûr qu'il faut ça au départ, mais après, il y a tout le reste. Et tout le reste, quelle que soit la taille, même une micro-entreprise ou une très petite entreprise. Donc il faut mettre en place des outils et avoir une approche professionnelle. Il faut aller chercher de la finance peut-être, même si c'est pas beaucoup. Il faut avoir des clients, il faut savoir quel est le go-to-market, là, comment je me positionne sur le marché, comment je vais vendre, etc., etc. Donc tout ce qui fait une entreprise aujourd'hui. Et donc le fait d'être une petite entreprise n'exonère pas du besoin de la gérer. Et pour moi, dès le départ, il faut savoir le faire avec des outils digitaux. Mais vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, génération X, qui vit dans son téléphone, ils sont tous sur le téléphone. Et ils sont déjà organisés, plus ou moins. Donc il suffit de leur dire « Ah, tu connais pas l'application machin, vas-y, prends-la, tu verras que tu auras ton compte en banque tous les jours. Et tu auras, où tu vas gérer ton budget à partir de l'application. » Donc il y a des outils qui peuvent leur être utiles, qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est de la gestion et c'est du digital. Donc moi je pense qu'il y a de toute façon besoin d'être dans cette culture d'outils digitaux dès le départ. Deuxième question sur l'éthique, c'est le fil rouge, c'est la ligne conductrice de toute la démarche RSE. C'est de s'engager sur cette dimension éthique
et de mettre de l'éthique partout. Si vous avez une faille dans la démarche de votre éthique, c'est mort, ça ne marchera pas. Parce que vous allez communiquer, vous allez vanter les mérites de telle ou telle action, mais de l'autre côté, vous avez le délégué du personnel qui va dire oui, mais attention, parce qu'il se passe ceci et cela dans l'entreprise. Et là, ça va vous casser toute l'image de l'entreprise. Donc l'éthique fait absolument partie de la démarche RSE. On manque de culture sur ce sujet. On manque des fois d'esprit de sauvegarde et de protection. On va tous sur Google. Et je cherche un truc, en Google. Donc il y a une exploitation commerciale de la donnée qui est possible. Et c'est là où les autorités publiques essaient d'intervenir pour mettre des limites, pour freiner l'exploitation commerciale à l'insu du client, du citoyen. Il n'empêche que c'est le modèle économique de Google et des autres. Et de Facebook aussi. Et donc, c'est difficile de faire marche arrière. Mais on voit des condamnations. Hein. La Commission européenne a mis des sanctions financières sur des montants gigantesques pour ne pas avoir respecté les politiques RGPD, de protection des données des particuliers, sur l'exploitation qui en était faite. Donc, bon, je pense qu'on peut compter sur les pouvoirs publics, et il faut compter sur les pouvoirs publics pour mettre des limites à cette exploitation privée qui peut être faite de la donnée publique, mais il y a encore du chemin à faire. Hein. Donc l'éthique, oui, il faut faire attention aux produits que l'on utilise. Et quand on parle de données financières qui sont, même extra-financières, mais qui sont très confidentielles pour l'entreprise, il ne s'agit pas que ce soit revendu pour partir chez la concurrence. Donc il faut être sûr de savoir où c'est stocké déjà. Même s'il n'y a pas une exploitation directe. Je pense qu'il y a aussi la question sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de discrimination. Est-ce que ça aussi, l'OCDE, on a parlé, est-ce que c'est cette accélération de l'IA avec un vrai maintenant tunnel sur lequel beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, peu de gens savent comment tout ça est développé. Maintenant il y a des donneurs d'alerte, des lanceurs d'alerte qui disent attention, regardez comment on les a préparés, notamment au Kenya, et qu'on est en train de faire déjà dans la manière de préparer. Donc déjà c'est pas éthique, donc sur la partie droit de propriété, mais aussi sur ces biais. Est-ce que c'est pas sur ces sujets qui sont aujourd'hui des accélérateurs sur lesquels il y a peut-être plus de points sur l'éthique que sur la data ou qui est plus visible? C'est ça, d'autant qu'il y a un moratoire, en effet, qui a été décrété il y a de cela, je crois, 2 ou 3 mois, par les principaux acteurs, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, générative, et donc qui vraiment ont mis à l'arrêt leurs ingénieurs pour qu'ils arrêtent de développer des algorithmes, parce qu'on ne voit pas très bien où ça peut effectivement mener. Donc c'est dans ce sens-là que la question a été posée, donc pour savoir est-ce qu'il y a, dans la stratégie ou dans le projet de transformation digitale, est-ce qu'il y a des garde-fous à mettre et dire de ne pas franchir un tel seuil. C'était le sens de la question. Au niveau international, en matière économique, il n'y a pas d'autorité. Quand vous voyez, même au niveau politique, l'ONU, la référence internationale, l'ONU peut prendre des décisions, si elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas appliquées. Hein. Il n'y a pas de force contraignante, oui, pour obliger. Et donc en matière économique non plus. Alors, bon, il y a l'OCDE qui produit des documents intéressants. Et en matière fiscale, regardez le temps que ça a pris pour arriver à se mettre d'accord sur un taux d'imposition minimum de 15%. À l'échelle internationale. Bon, ça a été finalement voté avec des résistances, mais c'est passé, surtout depuis que l'administration américaine avait changé, là, après Trump, parce que lui était très opposé. S'il revient, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais maintenant, il faut que ça soit repris dans tous les accords bilatéraux, puisque la fiscalité, ça relève des accords bilatéraux entre pays pour éviter la double imposition. Donc, bon, et ceux qui ne font pas, ils ne feront pas. Donc on a beaucoup de mal à imposer des règles en matière économique. Les États peuvent le faire.
Mais si un État prend cette décision, tout de suite vous avez des rétorsions qui sont prises. Quand la France a décidé de mettre ce taux de 15%, parce que ça traînait au niveau de l'OCDE, il y avait des blocages, etc. C'était il y a quelques années, c'était encore la dernière année de Trump. Aussitôt, il a été augmenté les droits de douane sur l'importation du vin français, au hasard, qui le rendait hors de prix et fermait le marché américain. Donc, on manque d'une autorité, à mon avis, d'une autorité à l'échelle internationale qui puisse s'imposer. Dans le cadre européen, on a l'Union européenne qui impose et qui a une capacité de prendre des mesures. Alors, certaines à reprendre dans les lois des États, mais d'autres s'imposent. Quand c'est un règlement et pas une directive, ça s'impose. Donc, à l'échelle internationale, vous avez vous aussi des capacités d'avoir ces prises de décision. Mais pour arriver à mettre tout le monde d'accord autour de la table pour prendre une mesure commune, c'est pas simple. Ça. Et chaque fois, il y a d'autres intérêts qui se cachent et bon, le diable se cache dans les détails. Donc, oui, il faut des règles qui relèvent du bon sens, comme tous, on va être d'accord ici en tant que citoyen. Bon, quand on parle de RGPD, on a tous compris qu'effectivement, il fallait protéger les données des particuliers. Mais après, quand elles ne sont pas respectées ou qu'il y a des dérives, quel est le gendarme et quelle est la sanction? Donc, ça fait peur. D'où le besoin d'être très attentif sur les outils que l'on utilise et savoir à qui on va confier ces données. Vous savez, quand vous avez la réglementation américaine, s'impose à toutes les sociétés américaines, qu'elles soient basées aux États-Unis ou à l'étranger. Le Global Act, non, je ne sais plus le nom. Et donc, si votre hébergeur, simplement pour héberger votre site ou vos données, est une filiale d'un groupe américain, eh bien, tout citoyen américain peut interroger ce serveur pour se faire communiquer de l'information. C'est effrayant, ça peut aller très loin. On n'a pas l'équivalent en Europe et on n'en veut pas. Donc il a fallu mettre des barrières et puis bon, avec la levée de bouclier que ça entraînait quand on a découvert ça et quand on a vu jusqu'où ça pouvait aller, donc tous les hébergeurs qui étaient donc de culture américaine se sont dépêchés de créer des entités de droit local pour ne plus dépendre d'une maison mère américaine, pour garder leurs clients. Donc il y a quand même des possibilités d'action par l'action publique des États, mais encore on a des limites un peu